70 ans avant la date fatidique qu'il fallait ne pas dépasser. Et la France, comme l'Europe, se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Nous n'avons plus le choix si nous voulons léguer à nos petits-enfants et aux générations qui leur succéderont une planète vivable, et le temps presse. Après le mois de juin qui a vu 72 départements en vigilance rouge et des températures dépassant les 40 degrés, le mois de juillet est le plus chaud jamais enregistré, donc depuis 1903, parce que c'est la date la première où on a commencé à enregistrer les températures. D'autre part, au 30 juillet, nous avons consommé mondialement ce que la Terre peut produire, en avance de 2 jours par rapport aux prévisions les plus pessimistes des spécialistes. Depuis le mois de mai de cette année, c'est le 5e épisode caniculaire qui sévit dans notre pays, comme dans plusieurs États en Europe et dans le monde, avec une sécheresse jamais connue, tant par ses effets que par sa durée. À titre d'information, la période 1947-2010 a vu en France 26 canicules, soit autant que les 15 années que nous venons, qui viennent de s'écouler. C'est-à-dire que de 2011 à 2025, on a connu autant de canicules que les 63 années précédentes. C'est-à-dire qu'en plus, on a une période caniculaire qui s'accélère et qui dure de plus en plus longtemps. On assiste à la répétition de phénomènes d'inondation et d'incendie partout sur le globe. Je ne vous apprends rien, vous avez vu l'actualité comme moi. Destructeurs de vie humaine et animale, mais opérant aussi des ravages parmi la végétation qui participent considérablement à l'absorption du CO2 produit par l'homme. Mondialement, la végétation en absorbe 30%. À titre indicatif, les feux de 2022 en France ont réduit d'1 tiers les capacités de la forêt française à jouer ce rôle de puits de carbone. Imaginons ce que va être le bilan des incendies de cette année et les effets sanitaires des fumées qui se sont propagées. Une scientifique précisait récemment que l'été 2026 sera sans doute l'un des plus froids de ceux des années futures si on ne fait rien pour stopper les émissions de gaz à effet de serre. Elle ajoutait: ce qui se passait hier pour un épisode exceptionnel devient hélas un moment ordinaire du climat d'aujourd'hui, et la projection donne le vertige. D'ici la fin du siècle, un été comparable à celui que nous traversons figurerait parmi les plus frais et non parmi les plus chauds. C'est tout le sens de l'avertissement qui transforme une chaleur déjà éprouvante en simple repère bas des décennies suivantes. Elle concluait que si le monde échoue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la chaleur continuera de grimper et les canicules de demain feront passer 2026 pour une saison clémente. A l'inverse, agir reste possible puisque le niveau de réchauffement à venir dépend directement du carbone que nos sociétés rejetteront encore. Dans ce contexte, la survie d'une grande partie de l'espèce humaine est menacée. Soyons clairs. D'abord car la canicule brutalise les populations les plus faibles des pays les plus exposés au réchauffement climatique. Et dans notre pays, elle touche d'abord les plus précaires, les classes populaires en particulier, et celles et ceux qui vivent dans les villes et les passoires thermiques, et en particulier les personnes âgées. De ce point de vue, le bilan des décès à la fin de l'été va être terrible. On annonce déjà 7400 morts, en cumulant les canicules de mai, juin et de juillet. Ensuite, par l'ampleur de la sécheresse qui sévit partout dans notre pays, car aucun département n'est épargné et frappe de plein fouet l'activité agricole dans son ensemble, et menace clairement celle que nous défendons, axée sur des exploitations agricoles et respectueuses de la nature et du bien-être animal. À l'absence de fourrage qui va manquer dramatiquement cet hiver, se couplent des restrictions d'eau pour les bêtes et les populations. Restriction maintenue jusqu'au début de l'automne pour certains départements, c'est du jamais vu. L'impact va être catastrophique. Nos camarades du MODEF viennent d'alerter publiquement que les premières conséquences de la sécheresse et des fortes chaleurs sont estimées entre 30 et 70% de perte de fruits et légumes. La question se pose sur la capacité à produire pour la prochaine saison. Et toutes les cultures sont fragilisées sans exception, avec des rendements en baisse de 30 à 60% pour les grandes cultures. L'élevage est aussi fortement impacté. Le manque criant de fourrage va contraindre des agriculteurs à vendre prématurément des bêtes à perte, accroissant encore les difficultés financières déjà subies par bon nombre d'entre eux. Perte de revenus considérable pour les agriculteurs et augmentation des prix, des fruits et des légumes pour les consommateurs, qui sont déjà d'actualité et vont se poursuivre dans les mois qui viennent. Et ce n'est pas la loi dite d'urgence agricole votée au Parlement et validée hélas par le Conseil constitutionnel qui répondra aux revendications des agriculteurs, notamment en termes de revenus.
Quand on sait que le revenu moyen agricole dans notre pays stagne, voire régresse depuis 10 ans, alors que dans le même temps, il a été multiplié par 2 au Danemark et augmenté de 50 à 60% en Allemagne. J'en profite pour saluer la bataille acharnée de nos camarades André Chassaigne et Julien Brugerolles, tous deux députés communistes, qui, avec détermination, ont permis de faire avancer le minimum de pension de vieillesse pour les agriculteurs, y compris sa lettre élargie pour ceux qui avaient été oubliés dans la première loi qui date de 4 ans, et y compris les conjoints d'agriculteurs. Je ne développe pas. Les parlementaires communistes ont dénoncé, bien sûr, évidemment, je reviens sur la loi d'urgence agricole, cette loi scélérate qui ne vise qu'à favoriser les grands céréaliers, les laitiers, les grands laitiers, les producteurs industriels de porc, de volaille, dont M. Rousseau, président de la FNSEA, est un ardent représentant. En réintroduisant en plus, en particulier, des pesticides néfastes à la santé, sans proposer d'autres alternatives, et favorisant l'accaparement des ressources en eau par une minorité agro-industrielle au détriment des autres. Je laisserai Nathan, bien sûr, présenter la loi et intervenir là-dessus. Donc le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Ça c'est clair, net et précis, et c'est indiscutable. Donc nous pouvons agir humainement pour enrayer son emballement. Il nous faut en priorité sortir dès aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, comme le préconise d'ailleurs le PCF, à travers ses propositions formalisées dans le plan intitulé Empreinte 2050. Ce qui impose immédiatement des changements dans les modes de vie, déplacement, logement, alimentation, sobriété énergétique, je ne développe pas. Avec, tu as bien fait de sortir, je l'ai gardé à l'intérieur, avec un basculement de plus en plus vers l'électrification des usages. Cela passe par une remise en cause catégorique du système capitaliste auquel il faut s'attaquer collectivement. Il faut déclarer l'agriculture, donc je le mets en débat, et l'alimentation d'utilité publique pour continuer d'avoir une souveraineté alimentaire. Il peut y avoir un plan massif de financement pour les 20 prochaines années afin d'engager l'adaptation nécessaire imposée par le changement climatique, car l'agriculture, c'est le temps long, contrairement à la politique. Cela nécessite de réorienter aussi les aides de la PAC vers l'agriculture familiale qui est en survie aujourd'hui et qui est la seule attaquée par le gouvernement. La PAC ne sert que la course à l'hectare pour obtenir toujours plus d'aides. Elle ne soutient pas l'aménagement du territoire. Il faut évidemment annuler les traités de libre-échange, CETA, Mercosur, on peut parler aussi de la Nouvelle-Zélande. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait aucun échange international. Mais ce qui est produit sur notre territoire national ne doit pas être mis en concurrence déloyale avec des productions issues de pays moins-disants d'un point de vue sanitaire, social et environnemental. Il nous faut aussi revoir les usages de l'eau, comme le préconise le PCF, à travers une gestion publique du secteur de l'eau, qui permettrait, en prenant en compte les spécificités géographiques de chaque département et de chaque région, une préservation des ressources tout en imposant un partage équitable de cette denrée qui est vitale pour tous les usagers. Il nous faut aussi stopper les guerres, je le disais en introduction ce matin, qui contribuent à la modification du climat tout en détruisant les vies humaines et la nature. Je laisserai bien sûr Henri développer cette partie-là. Et donc réorienter l'argent de la guerre vers les besoins pour faire face donc, aux enjeux climatiques qui sont devant nous. Et comme le stipule le tract qui vous a été distribué sur vos boîtes, sur vos tables, il vaut mieux des Canadiens que des milliards pour la guerre. Voilà, chers amis et chers camarades, en introduction à nos échanges, un rapide état des lieux de la période que nous vivons et quelques pistes de réflexion. Je le réaffirme, il y va de la survie de l'espèce humaine comme de toutes celles qui peuplent notre planète, qu'elle soit animale ou végétale. Il n'y a pas de planète B. Nous devons et nous pouvons agir. C'est le combat que veut mener le PCF, avec d'autres, avec tous ceux qui le voudront. Et je vous propose que pour en débattre, on aborde tout de suite le sujet et je passe tout de suite la parole à Nathan. Nathan Aérier-Fort, pour ceux qui n'ont pas, qui n'étaient pas là ce matin et qui n'ont pas entendu la présentation. On n'attend plus alors. Bonjour à toutes et à toutes, amis et camarades. Du coup, oui, Nathan Aérier-Fort, je suis secrétaire de la section du Grand Aurillac. Et je rejoins il y a très peu de temps le comité d'animation de la commission agriculture, pêche et forêt au niveau du national. Voilà. Et du coup, on m'a envoyé direct ici, chez
les voisins. Exactement. Un peu de Cantal en Corrèze. Allons-y. Agriculture et changement climatique. C'est un gros débat d'actualité qui nous touche depuis quelques mois. C'est des questions, ça fait plusieurs années qu'elles sont traitées. Mais chaque année, petit à petit, elles reviennent de plus en plus fortement dans la gueule, que ça soit en été avec les sécheresses, les canicules, le stress hydrique et thermique, ou en hiver, de plus en plus avec une augmentation des précipitations et donc des sols très saturés en eau qui rendent le travail agricole difficile. Alors il n'y a plus de saison. Et oui, il n'y a plus de saison. Et ça, c'est ce que tous les anciens agriculteurs disent. Et ils le disent et redisent de plus en plus. Ça devient compliqué de prévoir qu'est-ce qu'on va planter, comment, à quelle période, quelle variété, comment nos bêtes vont résister aux saisons à venir. Et petit à petit, en effet, le dérèglement climatique complexifie vraiment beaucoup, le travail agricole. Tous les paysans, les vieux paysans, leur génération, ils réfléchissent de plus en plus à comment faire, jour après jour, année après année, pour repenser leur mode de production, parce qu'elles il y avait des habitudes qui avaient été prises pendant des années, et en fait, ces productions, elles sont fragilisées par un dérèglement climatique qui fait que d'année en année, on ne sait pas où on va. Alors ce dérèglement climatique, il impacte donc fortement l'agriculture, mais l'agriculture est aussi source de ce dérèglement climatique. Ça, on va en parler, à la fois l'agriculture comme victime, mais aussi l'agriculture comme cause du dérèglement climatique. Alors, pas forcément à de grandes échelles, mais à des échelles assez importantes pour que le Parti communiste et le plan climat s'y intéressent de plus près et proposent des réductions d'émissions de CO2 dans l'agriculture. Revenons un peu aux bases théoriques marxistes pour dire qu'il y a une contradiction matérielle du système productif capitaliste qui fait qu'en effet cette agriculture est victime et contributrice du changement climatique. L'épuisement des ressources naturelles et le rejet massif de CO2 entraînent de graves problèmes pour l'agriculture. Le capitalisme aujourd'hui et le capitalisme agraire créent les propres conditions de son échec futur et de la non-durabilité de son système. Alors du coup, l'objectif c'est de dépasser ce système et d'avoir une société juste qui rémunère tout le monde et qui puisse, dans la durée, permettre qu'on puisse se nourrir de manière avec de la qualité et de la quantité. Du coup, les problèmes sont foncièrement structurels, c'est des problèmes de rapport de production, et ni les gestes individuels, ni les initiatives privées, ni les politiques publiques de pansement sur une jambe cassée ne régleront le problème. Ce sont peut-être des bons exemples que l'on voit à droite à gauche dans nos entourages, c'est des agriculteurs et agricultrices qui proposent des solutions, mais tout seuls, ils n'y arriveront pas. Ils ont besoin de politiques publiques fortes, d'une refonte complète du système pour arriver à résister, on va dire, au changement climatique qui arrive. Je vais prendre l'exemple que j'aime bien, qui est celui d'un petit glaçon dans un congélateur. Et pour lutter contre, on va dire, le changement climatique, le petit glaçon, il a besoin de devenir une petite flaque d'eau. Du coup, il y a des initiatives privées, il y a beaucoup d'innovations qui font en sorte que ce petit glaçon il devienne une petite flaque d'eau, mais il est dans le congélateur. Alors quoi qu'il fasse, de toute façon, il va avoir besoin de lutter pour rester une flaque d'eau. Le but, c'est de débrancher le congélateur. C'est vraiment de prendre le problème à la racine, l'englober. C'est un problème systémique de règles internationales, de fiscalité, plus que seulement des petits problèmes, enfin des petits problèmes, non, des gros problèmes d'ordre technique. Mais les solutions techniques, on est en train de les avoir. Il y a une recherche publique qui travaille fortement à essayer de trouver des solutions agroécologiques à l'agriculture du futur. Il y a des transformations de pratiques qui sont en train d'être faites un peu partout sur les territoires, mais sans des règles concrètes, nationales, des lois qui permettent à l'agriculture familiale de résister, et ben en fait on va droit dans le mur. Et c'est pas quelques petites solutions agroécologiques qui vont changer les choses, même si ce sont des lanternes dans la nuit. Et on va avoir besoin de ces solutions techniques
pour arriver à résister au dérèglement qui est en train d'arriver. J'aimerais faire un petit point sur l'extrême droite, qui en ce moment, on le voit tous, dans les discussions qu'on a avec des collègues, avec des amis, avec la famille, est en train de gangréner les cerveaux. Et bien cette extrême droite, elle a un profond mépris pour les scientifiques et du coup pour l'agriculture, la durabilité de l'agriculture et l'agriculture française d'aujourd'hui. Ils ont un amour total de l'ultralibéralisme qui est au service du capital et qui va de facto accentuer les inégalités, que ce soit dans la société, mais au sein du monde agricole, qui connaît déjà beaucoup d'inégalités, on va y revenir. Et donc on pose comme acte premier quand même, et ça c'est important de le noter, qui est l'exigence de la rigueur scientifique dans nos propos. Voilà, ça c'est les tornades qui arrivent. C'est bon. L'exigence de la rigueur scientifique, elle est très très importante lorsqu'on développe des propositions d'avenir. Les scientifiques ont des solutions, les agriculteurs peuvent les mettre en place, et du coup il faut qu'il y ait un lien très fort entre eux. Et le combat de l'extrême droite, c'est aussi combattre le mépris qu'ils ont envers tous les climatologues, les ingénieurs agro, je sais pas comment on dit, agrologues, agronomes, voilà, c'est ça, pardon. Et c'est leur donner confiance en fait dans ce qu'on peut faire plus tard collectivement. Une deuxième chose, c'est que voilà, cette science, elle doit être vulgarisée au maximum. Et donc toute initiative de vulgarisation envers les citoyens, c'est des initiatives pour lutter contre l'extrême droite et pour faire accepter les changements qui vont venir et qui seront importants. Alors oui, l'agriculture, tu l'as dit, est frappée en ce moment par des grands dérèglements climatiques, que ce soit la multiplication des aléas, sécheresse, gel tardif d'ailleurs, inondations, etc., qui ont qui se multiplient, qui ont un impact fort sur l'agriculture, et donc il y a une nécessité à s'adapter. 2100, on est sur plus 4 degrés Celsius. Comme ça a l'air de rien, mais en fait plus 4 degrés Celsius, c'est des 40 degrés normales en été sur une grande partie du territoire. C'est la moitié de la France qui va passer en climat méditerranéen qui aujourd'hui est très concentré au sud-est, c'est des petites parties, et en fait ça va impacter, la Corrèze sera en climat méditerranéen en 2100, même avant d'ailleurs. Il restera des poches de climat montagnard encore en Aubrac, dans les Cévennes ou dans l'est du Cantal, mais globalement les châtaigniers vont disparaître. Il y a plein d'arbres qu'on va plus voir sur notre territoire parce qu'ils auront des incapacités à pousser. Et du coup, pour l'agriculture, c'est un énorme défi, c'est-à-dire un changement des cultures. C'est plus un changement des pratiques, c'est même carrément un changement des cultures. On va avoir, pourquoi pas, le melon de la Charente qui va devenir le melon de Paimpol. On a le pruneau d'Agen qui va devenir le pruneau de Roubaix. Et ça, il ne faut pas être fermé à ce changement parce qu'on va en avoir besoin. Il faut l'accompagner au service des agriculteurs, mais par contre c'est dès maintenant qu'il faut s'y prendre parce qu'un arbre ça met des années à pousser dans les haies, pour l'arboriculture par exemple, parce qu'un changement de pratique pour passer du maïs au sorgho ou au mil, les paysans vont devoir s'adapter, se former, ça va mettre des années à que ça soit vivant, oui exactement. Et du coup une des premières solutions bien évidemment pour l'agriculture et le changement climatique, c'est l'adaptation. Et ça va faire bizarre, mais il va falloir prendre les choses en main très rapidement. J'ai peut-être des petites notes sur, par exemple, il y a un vulgarisateur que je vous conseille de suivre qui s'appelle Serge Zaka. Il est déjà assez connu, il me semble que le parti l'a déjà auditionné, qui est un agroclimatologue et un agrométéorologue, et qui s'occupe de faire des plans sur l'avenir de l'agriculture française métropolitaine, en proposant des bifurcations vers d'autres systèmes de culture, notamment le maïs, fourrage, qui a besoin de beaucoup d'irrigation. Il va être possible que dans le nord de la France. Tout le sud-ouest et tout l'ouest de la France
va devoir abandonner le maïs parce que de toute façon il ne va pas pouvoir pousser avec les sécheresses récurrentes qui arrivent. Les sécheresses, ça sera chaque été, ça sera plus tous les 2 ou 3 ans. Alors peut-être que ce niveau de température qu'on connaît actuellement, on ne va pas le retrouver l'année prochaine ni dans 2 ans, mais en tout cas la fréquence de cette augmentation de température, elle va exploser et en fait il y a un moment où ça sera bien tous les ans. Du coup, obligé de s'adapter, voilà, maïs par exemple, il faudra abandonner, passer sur les oliviers. Il y aura un nombre de plantations d'oliviers très important dans le sud de la France. Ça ne sera plus les olives d'Italie ou d'Espagne, ça sera les olives françaises, de Corrèze, les olives de Corrèze. Et on sera fiers de cette AOP olive de Corrèze. Exactement. C'est bizarre, mais l'adaptation est nécessaire. Donc voilà, il y a une nécessité de retravailler géographiquement les cultures, et ça passera pas par une anarchie totale et les agriculteurs laissés à l'abandon, mais ça passera par une planification nette, avec un réseau de chambres d'agriculture, d'instances de l'État comme les instances scientifiques telles l'INRAE ou l'IDEL qui s'occupe de l'élevage, qui vont devoir émettre de fortes propositions et accompagner chaque agriculteur, chaque éleveur dans la transition qui arrive très rapidement. Il y a besoin de moyens, du coup, moyens de l'État largement insuffisants pour l'instant pour ça. Donc une des grandes revendications qu'on doit avoir, c'est les services publics, agriculture, changement climatique, on se reconnecte aux services publics. Il n'y a pas assez de travailleurs et de travailleuses dans ces instances pour l'instant, et ça ne peut pas redescendre vers les éleveurs et les agriculteurs. Il va y avoir d'autres problèmes en agriculture qui arrivent très vite, c'est le parasitisme dans l'élevage, le parasitisme qui aujourd'hui, en hiver, est un peu éradiqué grâce au grand froid. Petit à petit, avec la disparition de ces grands froids, les micro-organismes, les bactéries, les virus ne vont plus mourir, ils vont peut-être un peu hiberner, mais ils vont du coup se démultiplier au printemps. Et ça va poser un grand défi à l'élevage français, parce que les maladies elles vont exploser dans tous les sens. Et du coup, est-ce que la vaccination sera suffisante pour enrayer tout ça? Sûrement pas. Et c'est pareil, on va devoir avoir un changement, une adaptation des pratiques dans l'agriculture française, avec dans le sud-ouest moins de bovins, peut-être plus de chèvres, une multiplication des élevages caprins qui sont nettement plus résistantes aux bactéries et au parasitisme, et une remontée de l'élevage bovin et ovin dans le nord de la France. Et ça va du coup avec ce que propose le Parti communiste, qui est donc cette remontée dans le nord de la France, vous allez voir le lien, qui est un des points les plus importants pour s'adapter, c'est le polyculture élevage. C'est-à-dire que nos régions sont extrêmement spécialisées dans chaque culture, on a des monocultures un peu partout. Ça, c'est très clairement le capitalisme agraire qui a fait en sorte de contraindre les agriculteurs à réaliser ces monocultures pour, bien évidemment, diminuer le travail humain dans les fermes pour que ça coûte beaucoup moins cher et pour voler la plus-value, c'est vraiment du vol, aux agriculteurs. Ils font qu'un produit, ils le font à bas coût, ils les payent mal, et du coup, eux, ils revendent quand même ça super cher, et en fait, ils gardent une grosse plus-value qui vient de la production agricole. Et pour lutter contre cette spécialisation des territoires et ces monocultures, le polyculture élevage va rééquilibrer nos territoires, notamment dans leur dynamique des flux, c'est-à-dire la paille va servir à l'élevage, le fourrage et les cultures vont servir à l'élevage, et les déchets de l'élevage, c'est-à-dire le lisier, le fumier, vont servir aux cultures. Et ça va permettre de faire, même c'est ce qu'on propose, de supprimer les intrants et les engrais chimiques azotés qui représentent 42% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Donc déjà, si on supprime donc c'est le protoxyde d'azote, si on supprime ces engrais azotés, on fait diminuer quand même de moitié les rejets de CO2 de l'agriculture. Et ça ne marche uniquement que s'il y a un lien élevage et culture végétale.
ça ne peut pas marcher. Sinon. Et quand on nous dit, petite pique aux véganes, désolé, je suis obligé de le faire, quand on nous dit que l'espèce humaine peut se passer d'élevage animal, ce n'est pas vrai, parce que sinon il faut aller vers des engrais de synthèse chimique, voire des produits chimiques partout. Non, l'élevage peut répondre à ce défi. Et ça, c'est super important. Et donc, faire remonter l'élevage bovin, par exemple, dans le Nord, et ben, ça va permettre de recréer un cycle hyper intéressant, biologique, entre les cultures et l'élevage. Et pour nous, Parti communiste, c'est un des principaux défis qu'on a et que l'agriculture française doit se diriger vers. Les maladies, le parasitisme, voilà. Pardon, je regarde un peu mes notes. Il y a encore deux choses où ça va être complètement bouleversé. Donc je l'ai un peu dit, c'est les signes de qualité. Donc le pruneau d'Agen, le melon charentais, etc., etc. Ça va être en débat et en réécriture constante, parce qu'en fait les cahiers des charges ne répondent plus aux réalités des territoires, aux réalités climatiques des territoires. Exemple typique en ce moment dans le Cantal, c'est l'AOP Salaire. La Salaire est un fromage de vache. La vache doit être nourrie exclusivement à l'herbe. Bon, il n'y a plus d'herbe. Et de l'herbe locale, tout à fait, enfin de la pâturage du Cantal. On ne peut pas acheter d'herbe ou du foin de l'extérieur. Mais il n'y a plus d'herbe. Alors il peut y avoir du fromage, mais il n'y aura plus d'AOP Salaire. Et donc tous les signes de qualité vont être complètement bouleversés. Et il va falloir avoir une grande adaptation encore une fois, et pas se fermer des œillères un peu réactionnaires sur ah bah le melon charentais, il est charentais. Bah, le melon charentais, il pourra avoir la même qualité, mais il sera peut-être plus charentais. On va changer de territoire. Et il faut quand même que chaque territoire s'y retrouve, et donc c'est pour ça qu'il faut un plan national, une grande programmation de l'agriculture française, pour réussir à retrouver des cultures qui soient adaptées au territoire. Ça va faire des émeules, mais on est obligé de passer par là, sinon on envoie les agriculteurs et les agricultrices dans la galère et dans le mur complet en fait. Ils vont pas du tout réussir à s'adapter. Vous dites quand je dois arrêter si je suis trop long. J'ai plein de choses à dire. 50 pages encore. J'ai 50 pages. Là j'en ai que 2. L'importance du paysage agricole. Dans les stress hydriques et thermiques qu'on connaît actuellement et qu'on va connaître de plus en plus, il y a un point aussi important, en plus du polyculture élevage, c'est notre paysage. Et en fait, tout simplement, ça va être de 1, protéger les terres agricoles, donc contraindre l'urbanisation, la montée de l'urbanisation et sauvegarder le plus possible de nos terres agricoles. De 2, avoir un maillage important entre agriculture, les forêts, les forêts, et les villes et villages. De 1, pour lutter contre les incendies, ces grands champs de forêt, il va falloir arrêter, remettre de l'agriculture et des champs au sein des landes par exemple. Et en même temps, remettre de la forêt dans tout un tas d'endroits où il n'en existe plus, tels les plaines de la Beauce, les plaines du Nord, qui aujourd'hui, c'est des petits îlots qui ressemblent un peu plus à rien, et qui détruisent la vie biologique des sols, la qualité de l'air, etc., etc. Deuxième chose, c'est le maillage des haies, planter des haies. Les haies, ça fait quand même une dizaine d'années que tous les scientifiques le disent, c'est une des infrastructures agroécologiques les plus importantes en agriculture. Ça permet une diversité biologique dans les cultures, oiseaux, reptiles, mammifères, mais aussi bactéries, micro-organismes qu'on oublie souvent. Ça permet l'infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques, que ce soit les nappes hautes ou basses, profondes ou peu profondes. Et ça permet de couper le vent, qui est un des facteurs les plus principaux de dessèchement des végétaux. C'est-à-dire, j'ai un copain là, qui est éleveur dans le Cantal, il m'a dit il avait encore de l'herbe verte, parce qu'il a fait un truc, c'est qu'en fait, au début de la saison, il n'a pas fauché, il a laissé les herbes grandir. Les herbes hautes ont séché, elles ont été balayées par le vent, alors même s'il a des haies qui permettent déjà de bloquer le vent. Mais en fait, il restait du coup les herbes basses,
qui, malgré la chaleur et la canicule et le manque d'eau, eh ben, continuait à être verte et à résister à la chaleur parce que le vent a été bloqué par les arbres de haute. Et ces haies, c'est un des principaux facteurs de blocage du vent, qui est donc super important. Dans nos territoires bocagers, on en a pas mal, il faut les préserver, les dynamiser, donc pourquoi, enfin voilà, en prendre soin, en planter plus si besoin. Mais par contre, dans certains territoires du nord, de l'est ou de l'ouest de la France, de l'ouest non ça va y en a, mais du nord et du centre, va falloir en planter massivement, et c'est-à-dire couper les parcelles en 2, en 4, en 6, en 8 ou en 10, et ça va pas faire plaisir à nos grands céréaliers attachés à l'agro-industrie et à envoyer leurs céréales un peu partout dans le monde à bas coût et de mauvaise qualité. Donc il y aura une bataille syndicale à mener par les syndicats agricoles là-dessus, et politique aussi. Le plan climat, donc ouais, on essaye de diffuser cette information au maximum. Le plan climat du Parti communiste, Jean Covici l'a dit, c'est le parti qui a construit le meilleur plan pour l'avenir. Apparemment il n'est pas parfait non plus, mais il est en train d'être retravaillé continuellement par nos camarades de la commission écologie. Mais en tout cas, même les écolos n'ont pas une ambition aussi forte que les communistes pour répondre au problème du changement climatique. Et il y a une partie sur l'agriculture dedans. Je vous ai un peu fait le tour, donc le système de polyculture-élevage pour reconnecter l'élevage et la culture et faire un cycle positif. La suppression des engrais de synthèse azotés. Et la troisième chose, c'est l'électrification du machinisme. L'objectif, c'est pas de redevenir des agriculteurs qui avons à 30 ans une scoliose, des tendinites et tout un tas de problèmes du corps. C'est quand même d'être dans la modernité, pas n'importe quelle modernité, pas celle vendue par les capitalistes de l'agrofourniture qui offrent des solutions miracles, mais à des coûts exorbitants et pour en effet des champs sans aucune haie où tout est simplifié. Mais ça va être une agrofourniture électrifiée de calibre plus petit qui va permettre à chaque agriculteur d'être serein dans sa pratique agricole, de ne pas se faire mal à la santé et d'être adapté à un système quand même plus humain, un système d'agriculture familiale, comme on dit. Et je vais peut-être terminer avant de passer aux questions sur quelque chose de plus économique. C'est la place, enfin le contexte aujourd'hui de l'agriculture française qui, après-guerre, était ce qu'on appelle familial. Alors qu'est-ce que familial? C'est pas, ça appartient à la famille, même si majoritairement les fermes sont dans le cadre familial. Mais nous on appelle ça familial parce que le travail et le capital sont reliés. C'est-à-dire il y a très peu de salariés agricoles et le producteur ne travaille pas et n'a pas une entreprise pour faire toujours plus de profit ou pour spéculer ou pour investir toujours plus, mais travaille à seulement la reproduction de ses moyens de production et donc à la survie de sa famille. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on est en train de se déplacer donc d'un modèle familial, artisanal, où les producteurs travaillent un peu, on va dire, pour eux-mêmes, mais sans rêver de grandes multinationales, à des gigastructures agricoles qui, du coup, sont décorrélées entre eux, ont beaucoup de salariés agricoles, et que le propriétaire de la structure est complètement décorrélé de son travail. En général, aujourd'hui, dans les gigastructures agricoles, eh ben, ce qu'on appelle l'agriculteur, en fait, il va même plus sur un tracteur. Il gère tout derrière son ordinateur, il appelle les entreprises de travaux agricoles, il appelle ses salariés qui lui font tout. Et ça, donc, c'est une complète déconnexion, et ça devient des entrepreneurs, finalement, des capitalistes, qui, leur objectif, c'est de faire toujours plus d'argent. Et donc ça, c'est extrêmement mauvais pour l'agriculture en France. Déjà parce qu'il n'y a aucune résilience des systèmes, ils font un peu tout n'importe comment. Et surtout parce que ça érode l'emploi agricole, il n'y a plus de travail dans nos campagnes, les campagnes se vident, il n'y a plus de liens sociaux,
la montée de l'extrême droite et du fascisme, on y vient, par cette dynamique-là. Ces grosses structures agricoles, mais comme toute structure agricole, elles sont de plus en plus dépendantes à la dette, aux intrants et aux normes fixées par l'aval. Donc la grande distribution, l'agrofourniture, l'agro-industrie, et les banques, les assurances bien sûr. Et en fait, du coup, le producteur est aliéné de ses propres moyens de production. C'est-à-dire, on lui impose de faire des choix. C'est vraiment de l'imposition économique. S'il ne fait pas ses choix, eh ben, il est contraint de fermer boutique parce qu'en fait, il ne sera pas assez économiquement viable pour l'avenir. Et donc, l'investissement dans des nouvelles machines, l'investissement dans du nouveau capital de production, toujours plus, imposé par les grandes structures capitalistes, elles détruisent l'agriculture familiale qui n'a plus les moyens d'être indépendant et de mener l'agriculture à sa façon. Souvent, quand on est sur des petites structures, on a envie de faire les choses avec la nature et pas contre la nature. Et ça, il va falloir lutter contre. Et cette lutte contre cette transformation capitaliste de l'agriculture, elle passe par de grands changements au niveau des lois européennes et françaises, des grands changements qui sont possibles. On a par exemple le statut du fermage qui a été une révolution en 1946. Les propriétaires ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient de leurs locataires, et ça on ne le dit pas assez, c'est une révolution. C'est-à-dire les locataires et ceux qui travaillent la terre, les fermiers, ont la propriété d'usage et les propriétaires ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous imaginez une entreprise où le patron ne peut pas faire ce qu'il veut et c'est les salariés qui décident. Et ben c'est complètement révolutionnaire. Et ce statut du fermage, il a permis de grandes avancées dans l'agriculture et on peut en proposer encore plein d'autres aujourd'hui, notamment la refonte complète de la PAC, qui est une course à l'agrandissement. La PAC, c'est des subventions de l'Europe reversées aux agriculteurs pour globalement qu'ils fassent du travail, que la production coûte peu cher à l'industrie, hein, c'est ça, et donc qui payent la surface que les agriculteurs possèdent. Et au lieu que la PAC paye la surface que les agriculteurs possèdent, et ben la PAC peut faire bien autre chose. On peut toujours quand même subventionner, mais sur d'autres critères, agroécologiques par exemple, de diversification de la production, en polyculture élevage. Plus tu as un équilibre en polyculture élevage et plus tu as une indépendance dans ta ferme, et ben plus tu peux toucher de subventions de la PAC. Et ça c'est complètement possible. Il ne faut pas se dire on est cuit, les capitalistes contrôlent tout. Non, 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 non. Avec un peu de force politique, avec un grand parti communiste, on est capable quand même de faire changer les choses. Il y a plein d'autres propositions que là j'ai pas en tête comme ça, mais que j'ai écrit quelque part. Mais je pense que je vais m'arrêter là, ça fait longtemps que je parle, désolé. Merci. Si vous avez des questions d'accueil, d'ailleurs, l'échange est bienvenu. Arnaud, tu veux réagir? Arnaud Segui, avec Justine Maslow, ils sont agriculteurs, entreprise familiale, on peut dire ça quand même, sur Saint-Viance, donc ils vont réagir par rapport à ce qui a été dit, puis après on pourrait intervenir, puis après on passera la parole à tous les intervenants qui sont pas encore exprimés. Merci. Merci Nathan. Donc nous, on est même sur Alassac, hein. On a des terrains sur Saint-Viance et Alassac, et on en exploite aussi quelques-uns sur le sac. On est éleveur bovin principalement, donc on fait du veau de lait sous la mer, voilà, de manière traditionnelle, du veau fermier donc. Et on fait aussi du porc noir, du limousin. Alors je ne sais pas comment on va l'appeler plus tard, si ça remonte dans le nord. Donc une race très rustique, menacée de disparaître parce que c'est pas un animal productif. Il met entre 2 et 3 fois plus de temps à grossir. C'est un animal qui ne supporte pas d'être enfermé comme le fait le porc blanc, le porc industriel, puisque sinon il prend que du gras. Au lieu de grandir, si on le nourrit, ben, il va manger, mais il va s'engraisser avec du gras de surface. Donc voilà, c'est un animal qui faut du temps, il faut de l'espace, voilà, c'est une autre vision des choses.
Et on est en Limousin, on a essentiellement des vaches limousines, mais on fait partie aussi du programme J'y tiens, un MAEC, tu connais peut-être Nathan, c'est une mesure agro-environnementale pour les races menacées. Donc il y a plus de 30 races de vaches françaises, mais la plupart sont méconnues. Donc on a des races menacées type Marichine, Vosgienne, Mirandaise, Lourdaise, voilà j'en passe, mais on a une vingtaine de races différentes. Une petite collection, mais c'est surtout dans l'idée de travailler pour des races qui, comme la Lourdaise, elle n'a pas grand chose pour elle, elle n'a pas beaucoup de viande, à côté de la Prime Holstein, effectivement moins de lait. Voilà, donc là il y a des mesures pour voilà, essayer de sauver ces races. Il y en a qui ont disparu, hein, les races françaises. Donc voilà, on essaye de travailler aussi, ça nous donne du sens, ça donne du sens à notre travail. Voilà. Donc après je pourrais répondre à vos questions en tant que voilà, paysan, on va dire, répondre si vous avez des questions. Il y a un mot que tu as utilisé tout au long de ton propos, adaptation. Donc là effectivement c'est bien ça, parce que là de toute façon on est obligé de s'adapter. On prend le soleil, les sécheresses, les vagues de canicule dans la figure, et on est obligé de s'adapter parce que voilà, on a à peu près 50 mers avec des veaux. Les paysages aussi, ça m'a bien parlé quand effectivement j'ai visité la Corse et cet été, je trouvais que les paysages corréziens ressemblaient aux paysages de Corse d'il y a 15-20 ans quand j'y étais allé. Jaune, voilà, comme tu disais, c'était exactement ça. Jaune. Et plus d'herbe. Voilà. Donc on est obligé de s'adapter. Alors il y a deux problèmes pour... Alors le porc cul noir en fait c'est... il est pas dans la forêt à manger les glands. D'accord. C'est un des intrants. En fait le porc cul noir, on achète d'un aliment spécialisé, formulé pour cette race-là. On ne peut pas lui donner nos restes, on n'en a pas assez de toute façon. On ne peut pas récupérer, contrairement à ce que je pensais au départ quand je me suis lancé là-dedans, récupérer des restes dans les cantines, dans les restaurants, on n'a pas le droit. Voilà. Donc là, on est dans un système où c'est essentiellement voilà, de la nourriture achetée. Donc là, c'est un intrant. Et j'ai pas d'autre choix. Là, c'est paradoxal. Et on peut débattre. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, j'ai pas le choix. Si je veux vendre du porc cul noir, des rillettes, ou de la viande fraîche, c'est ce qu'on fait, parce qu'on fait de la vente directe aussi. Je ne l'ai pas dit, mais on fait essentiellement de la vente directe. Donc là, c'est des intrants. Avec ce système-là, voilà, j'achète mes engrais. En fait, la seule différence, l'adaptation, c'est mon portefeuille. Parce que quand le pétrole augmente, mes prix de granulés augmentent. Voilà. Et c'est surtout ça mon problème. Et alors pour les bovins, par contre, ce qu'il y a, donc, c'est l'eau. Et l'herbe, le foin. Voilà. Donc il y a des bons côtés, c'est que moi cette année, pour la première fois depuis 10 ans que j'exploite vraiment, mais j'ai aidé ma mère avant, bien sûr je faisais les foins, depuis que j'ai 4 ans. Cette année j'ai fait du foin sec le 30 avril. Pas besoin d'enrubaner, donc pas de plastique. J'ai fait du foin sec le 30 avril, voilà. Avec des rendements qui étaient ce qui était, l'herbe n'avait pas eu le temps de pousser. Mais c'était suffisamment sec le sol malgré la pluviométrie qu'il y avait eu. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. J'ai pris, parce que mes granges étaient vides quasiment déjà, puisque l'année dernière déjà j'avais commencé à donner au mois de juillet le foin. Voilà. Donc moi j'avais plus de stock, et j'ai fait du foin sec, et hop, je l'ai donné quasiment instantanément. Voilà. Et après du coup, il faut essayer de trouver, pour pas acheter donc trop de granulés, qui est composé de maïs, de pulpe de betterave et compagnie, qu'on nous vend. Alors ça on le trouve assez facilement. La seule différence c'est le prix. Voilà, pareil. Plus il y a de demande, plus ça augmente. Donc là les aliments pour bétail en granulés ont augmenté considérablement. Alors lié en plus au contexte international, la guerre, le détroit d'Ormuz, le pétrole, tout est lié. Donc nous on prend tout ça dans la figure. Voilà. Donc tu t'adaptes comment? En essayant d'en acheter le moins possible, tu fais du foin à la va-vite. Voilà. Et puis après,
voilà, il faut essayer d'en faire de plus en plus de foin pour essayer après de ne pas aller acheter voilà, trop de granulés qui nous coûtent cher. Et pour ce qui est de l'eau, problème majeur, donc on a différents systèmes. Nous, on a des... On peut utiliser l'eau de la ville, voilà, mais ça va nous revenir très cher. On est aussi, on est aussi adhérent d'une... Alors c'est pas une méga bassine, mais c'est une sorte de réserve. On a le droit de pomper dans le milieu naturel une certaine période de l'année, de octobre à mai. Voilà, donc on se constitue une réserve, on est plusieurs à taper dedans après tout l'été. Ce qu'il y a, c'est que la réserve, elle a été conçue au moment où ici il y avait encore beaucoup de maïs et beaucoup de tabac. Donc il n'y a plus de tabac, il n'y a pas beaucoup de maïs irrigué. Et donc on constitue de grosses réserves là où il y a des points d'alimentation dans les prés. Bon, il faut qu'on surveille, on ouvre les vannes, voire mieux, c'est automatique la distribution, on n'a pas trop de problèmes. Mais après, on a des prés où il faut amener le foin, donc du coup, dans les râteliers. Là, tout juillet, tout août, ça a été ça. Et après, il faut amener l'eau avec une tonne à eau. Voilà. Donc, soit tu changes, tu t'adaptes, il faut que tu achètes une plus grosse tonne, ou soit tu vas plus régulièrement, mais en tout cas, les vaches, voilà, avec des situations caniculaires comme ça, elles boivent pas mal, quoi. Beaucoup plus. Et alors si elles ont un petit veau, c'est encore pire. Voilà. Donc on est obligé de s'adapter comme ça. Après, là on a des pluies, on se dit que l'herbe va repousser un petit peu, et on va essayer de sauter aussi sur les opportunités, rediviser les parcelles, parce qu'on parle de pâturage tournant. Dans les livres, on trouve ça, le pâturage tournant, mais au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'eau, quand tu tournes d'une parcelle, tu arrives à la 13e, la première ça va pas repousser parce qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau dessus. Donc tu peux tourner autant que tu veux, la solution c'est un apport de foin ou d'aliments. Voilà. Donc en tout cas voilà, c'est un petit peu plus compliqué effectivement, c'est comme ça, et comme tu dis, effectivement, après les champs d'agriculture commencent à nous proposer des cultures de sylvie, de sylphie, je sais pas si on en a parlé aussi. Voilà, une plante qui résiste mieux à la sécheresse, et il commence à y en avoir quelques-uns qui essayent. Voilà, donc il faut aussi s'adapter, peut-être à changer les pratiques. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Des questions, non, c'est plus... c'est bon, t'inquiète pas. Ouais. Je te remercie quand même. Disons que, pour tout vous dire, à la CGT, ça a été le grand sujet de la Nouvelle-Aquitaine. Donc cette année, on s'était réunis pour justement parler de tout ce qui était écologie, eau particulièrement. Et nous, on s'inquiète fortement, c'est la loi du plomb qui est passée, qui, pour vous agriculteurs et pour nous consommateurs, on sait où c'est qu'on va, et on ne va pas aller dans la joie et la bonne humeur. Donc nous, du côté consommateurs, on s'inquiète. On voit de plus en plus de maladies liées à l'alimentaire, tout ce qui est diabète, cancer du côlon, cancer de l'estomac. On s'inquiète quand même énormément. Hein. C'est des maladies il n'y avait pas autant de malades ces dernières années. Donc je pense aussi que vous, en tant qu'agriculteur, vous faites le travail, mais ce sera aussi à nous, en tant que consommateurs, à peut-être faire aussi beaucoup plus attention à ce qu'on achète et aux produits qui viennent directement de l'éleveur, sans peut-être aussi passer par les grands services de consommation comme Leclerc, Inter ou Super U, et peut-être revoir déjà au niveau écologique ce côté-là de proximité.
peut-être vous mettre aussi en avant en disant, ben voilà, on connaît des bons producteurs qui font du bon produit et qui font du produit vrai. Pas de la merde coupée au sucre comme on discutait à table, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal de retrouver dans de la viande qu'on achète du sucre. Qu'est-ce que le sucre vient foutre là? Dans la chipot. Dans la chipot. Oui, parce qu'on parlait de la chipot. Donc je le disais, on y croit, et je te remercie parce que ça nous encourage un peu ton discours. Et après, donc, on commence à avoir quelques années d'expérience en vente directe, mais c'est pas facile, comme je te disais tout à l'heure à table. On est paysan, agriculteur si vous voulez, mais j'aime bien le terme de paysan quand même. Et on fait de la vente directe, mais on n'est pas commerçant, on n'est pas boucher, donc c'est vraiment aussi une lutte, quoi. C'est compliqué, il faut être convaincu, il faut croire que effectivement vous allez faire la différence entre ce que je te propose plus cher. Mon cochon il met 3 fois plus de temps à s'engraisser. Que tu vois la différence. Je peux t'expliquer aussi, comme je te le disais tout à l'heure, tu vas chercher de la merguez de veau, de la chipot de veau, tu trouves à Carrefour. Voilà. Par contre, tu regardes, il y a du sucre, il y a de l'eau. Voilà. Et donc ça, il faut que je puisse te le dire, il faut que tu puisses le comprendre. Je suis 100% d'accord. Non, mais moi je te le dis, en tant que diabétique, mais... mais voilà... Il n'empêche que c'est pas évident, parce que t'entends voilà. Sur la radio, t'entends côte de porc à 8 €, 10 € le kilo, l'euro... Et tu te dis, mais comment ils font? Alors, il faut gratter. Et être consommateur, c'est vraiment difficile. Il faut avoir du temps, parce que les gens n'ont plus trop, tu vois... Donc tu consommes vite et mal, et c'est difficile de bien consommer, vraiment. Et même moi, je me fais avoir, on parlait des fraises qui viennent de Chine. Ouais. Donc c'est pas évident. Effectivement, en général, voilà, tout s'explique, il faut avoir le temps, il faut aimer ça, faut y croire. Faut y croire. Après, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est quand tu commences à être malade que tu te rends compte et que tu regardes les étiquettes, que tu te rends compte, en gros, si tu veux, de ce que tu consommes. Et c'est là où c'est que tu te dis, en tant que consommateur, et bon, en tant que malade, tu regardes et tu te dis, ah, ben là, peut-être que si je vais chez mon agriculteur acheter les tomates, acheter du jus de tomate, acheter de la viande, acheter... Eh ben, la qualité, ce sera certes un petit peu plus cher à 2-3 € près, certes tu ne vas pas tout trouver comme si tu vas faire peut-être plusieurs regroupements paysannes, mais en attendant, tu es sûr de ce que tu manges, tu consommes de la qualité, et on peut remercier aussi, vous, le travail que vous faites, en regardant et en faisant aussi attention à ce que vous nous vendez aussi. Oui, mais je suis d'accord à ce que tu viens de dire. On a tous envie de manger bien, de manger sain, et il faut que le portefeuille suive aussi. Parce que les gens, on ne peut pas les incriminer d'aller chez Leclerc, Carrefour, Intermarché, parce que c'est moins cher. Ils vont manger de la merde, ils le savent, mais leur portefeuille ne suit pas. Et tant que les salaires ne seront pas élevés, les retraites, tant qu'on n'évaluera pas tout ça, ça ne pourra pas suivre. On veut bien manger, on veut manger sainement, mais bon sang, il faut penser au salaire et aux pensions de retraite. Oui, mais là, c'est pas de la faute aux paysans. Ce n'est pas de la faute aux paysans. Les paysans font leur boulot. Nous, on veut bien les soutenir. On fera des efforts. Mais il faut aussi qu'à côté de ça, les portefeuilles aillent mieux. Voilà, c'est un cercle vicieux. Et tant qu'on ne prend pas de la base, on ne pourra pas faire les efforts nécessaires pour les aider. Ah ben, on est entièrement d'accord. C'est là où c'est que je dis, moi, qu'il y a quand même un problème dans notre société. Et il faut qu'on avance. Là, et c'est pour ça aussi que je pense qu'on est au Parti communiste, c'est aussi pour faire changer tout et pour qu'on puisse redevenir aussi des consommateurs, certes, mais de bonnes choses, de qualité, et refaire revivre tout le monde et refaire revivre une boucle qui est certaine un peu plus élevée, mais réelle, où c'est que l'argent va directement aux éleveurs et aux producteurs. Bonjour, Sophie Marcucci, élue à Brive Génération, et très contente d'être invitée au PCF.
Et merci beaucoup pour ce témoignage, très éclairant. J'avais quelques questions, du coup. Alors, moi, je suis ingénieure hydrologue, un petit peu. Et est-ce que, justement, c'est pas un peu le moment du renouveau des races rustiques? Est-ce qu'on arrive à montrer par A plus B qu'elles sont un peu plus résistantes que les races mainstream, on va dire? Ou alors, est-ce que le dérèglement climatique, il est tel que même les races rustiques, elles n'arrivent pas à résister à tout ça? Et après, j'avais des questions, c'est dans la puissance publique, pour parler un peu des solutions, parce que bon, sur les constats, on est quand même tous d'accord. Est-ce que le levier de la commande publique, ça pourrait vous intéresser, ou est-ce que c'est trop compliqué? Nous, on avait beaucoup réfléchi à faire un plan alimentaire territorial, donc qui est le principe de, sur un territoire, tu mets ensemble les collèges, les lycées, les écoles, tout le monde, les EHPAD, enfin bref, tout ce qui est restauration collective publique, analyser leurs besoins, analyser qu'est-ce qui est possible d'avoir sur le territoire et faire une vraie commande publique intéressante avec des lots plus petits pour que justement toutes les exploitations puissent répondre. Donc est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant ou est-ce que ça a l'air encore trop compliqué? J'ai plein d'autres questions, on en discutera plus tard. Pour ce qui est des races rustiques, elles ont été menacées. Alors c'est très intéressant et je ne vais pas trop m'étendre, mais chaque race a un petit peu son histoire. La Vosgienne, par exemple, c'est qu'elle a pris 2 guerres par la figure là-haut. Donc c'est pour ça que les effectifs ont baissé et donc elle fait du lait, c'est une bonne productrice, voilà. Et après. Le cochon, notamment. Pardon? J'avais beaucoup en tête le cochon. Est-ce qu'il résiste mieux? Ouais. Bah en fait lui il est pas tellement il souffre pas tellement là. Il faut qu'on lui mette de la flotte pour qu'il se baque, pour qu'il ait pas les parasites justement et les coups de soleil, ça prend un coup de soleil les cochons. Donc c'est pour ça qu'ils se roulent dans la boue, pour éviter les parasites externes. Ouais. Et après il faut qu'ils aient de l'ombre. Et effectivement un cochon ça résiste assez bien au manque de nourriture, mais après voilà, c'est un système pour le coup qui n'est pas dépendant tellement du climat. Parce qu'on a nos granulés, c'est le coût du granulé qui coûte. Voilà. L'hiver, il fait froid, il mange plus. Voilà. Parce qu'il est dehors, il n'est pas en bâtiment climatisé ou quoi que ce soit. Donc, et nous on connaît, là pour le coup, le cochon, on n'a que le cul noir. Et du coup, est-ce que ça serait quelque chose qu'il faudrait faire changer, que vous puissiez récupérer des restes? Parce que ça, c'est la loi qui a interdit. Ouais. Voilà. Ah, et puis voilà, les vétos, ils analysent quand ils viennent contrôler ce qu'on leur donne. Donc c'est une entreprise locale de Saint-Hibert qui nous livre. Voilà, c'est une formulation spéciale pour le cul noir, top. Tu négocies pas le prix, puis tu en achètes, moi c'est cher. Enfin bon, voilà. Moi, quand c'est la logique, quoi. Il te semble que quand tu élèves des cochons, chez nous, voilà, les cochons, ils mangeaient à la ferme les restes, voilà. Donc ça paraît logique, mais oula, au grand Dieu. Donc nous on a acheté les 3 truies et le verra, et on a été bercés de désillusions. Voilà. J'ai ramassé des glands au début, tu vois, mais je n'ai pas le droit de mettre mes cochons dans la forêt. Je n'ai pas le droit de mettre mes cochons dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'il y a la population de sangliers, oui, comme tu dis, hein. Mais moi je suis tombé du banc. Hein. Parce qu'il y a la population de sangliers où il y a la peste africaine, et donc il ne faut surtout pas donc, que nos cochons soient contaminés. Voilà. Donc il y a des normes, des clôtures, des grillages spéciaux cochons, etc., etc. Comment? Alors voilà, tu as deux plans, oui, c'est ça. Tu n'es pas obligé de les mettre dans la terre, mais il te faut des fils de part et d'autre. C'est exactement ça. Mais si tu veux, voilà, au début, moi les cochons, je les voyais. J'ai des petites forêts qui vont ramasser les glands et tout, et faire quelques patates. Mais c'est pareil, les patates, tu te rappelles comment on faisait moi avec ma grand-mère et mon grand-père, quoi. Mais la bacade, bien sûr. Mais c'est plus du tout ça. Là, je suis désolé si je casse un mythe, mais le cochon cul noir, on en fait un peu pour les volailles, mais voilà, ouais, c'est vrai. Et du coup, on perd cette polyculture élevage, on parlait Nathan tout à l'heure. Hein. Moi, mon grand-père faisait tout. Hein. Le blé, les patates, les betteraves pour les vaches.
tout. En intrant, il n'y avait pas grand-chose. Fumier, donc comme tu dis, nous aussi, on n'a pas acheté 1 kilo d'engrais depuis que la ferme, par mois. J'ai du fumier, je fume, mais je passe pour un guignol, hein. Faut le savoir, dans le quartier, déjà j'ai des vaches de des couleurs bizarres. Voilà. En plus, je mets du fumier dans mes prés. Alors, c'est quand même en train de changer parce que l'engrais, c'est pareil, ça a pris une telle proportion. C'est devenu très très cher, donc du coup, les gars, ils disent on va peut-être mettre du fumier, quoi, que j'ai là. Mais après, voilà, c'est concurrencé par les méthaniseurs aussi. Long débat. Voilà. Je vais juste te dire un truc, tu parlais de l'agriculture, et il y a des agricultures. J'espère qu'on est dans la bonne, c'est-à-dire la non intensive. On parlait d'écologie, mes prés, mes prairies, quand il y a de l'herbe, elles captent du CO2. Elles sont, ça, c'est une agriculture durable, je pense. La vraie agriculture durable. On travaille dans ce sens-là, voilà, avec un peu de races menacées, tout ça pour la diversité. Parce que si moi je me dis, j'ai une formation de biologie, je me dis si je m'y intéresse pas, la bretonne, puis noire et autres comme ça, là on a un petit mot. Voilà, pour l'industrie, pour le productivisme, ça ne vaut rien. Voilà. Donc il faut quelques illuminés, voilà, qui aiment des races un peu bizarres. On n'est pas en Bretagne, donc nous on va pas faire de gouelle. Voilà, donc on fait ça juste pour travailler pour la race. Et on se rend utile comme ça pour, pour l'humanité, enfin, ouais, pour la biodiversité. En fait, c'est la production agricole que nous, on défend. Bien sûr. Familiale pour ça qu'on est là. Bien sûr, je vais te passer la parole Nathan. Après, je pense qu'il y a une réponse politique à... Je pourrais dire juste un mot par rapport au port. Juste, j'interviens. Moi, je travaille... Nathan, je te passe la parole tout de suite. Non, c'est bon, on va m'entendre. Je travaillais à Photonis. Et à Photonis, on a un restaurant d'entreprise. Et du jour au lendemain, on nous a dit stop pour donner les déchets aux cochons. Mais on nous a donné aussi l'explication pourquoi. Le cochon, c'est pas fait pour manger de la viande, je suis désolée. Le cochon, il va pas bouffer la viande. Et on nous a dit que si on donnait les déchets alimentaires des restaurants, la viande ne figeait pas. Et une fois le cochon cuit, la viande reste molle. On ne peut pas la découper. S'il mange de la viande ? Oui, c'est l'explication que les vétérinaires ont donnée le jour où on nous a interdit de donner l'alimentation des restaurants. Non, c'est pas celui-là. Je peux être assez affirmatif. Le cochon, il est comme nous, il mange omnivore. Oui, omnivore. Alors, il est omnivore. Il bouffe de tout. Il est capable de bouffer les os de poulet, de la viande, y compris de la viande de porc. Alors, toi, Justine a eu des formations plus que moi avec les vétérinaires, mais oui, il y a des virus. Si du porc mange du porc, c'est pas bon. Ça, ouais. Ça c'est vrai. Mais dans les restaurants, effectivement, si tout est mélangé et tout ça, moi au tout début, avant que je connaisse tout ça, les yaourts, des restes d'amandules, Intermarché ou je sais pas quoi, on avait une petite filière, on a essayé, je sais pas, il ouvrir chaque... Et puis il y aura des déchets, le plastique. Là tu es confronté, tu te dis, waouh. Et tu te dis en fait j'y arrive pas, je n'y arrive pas, parce qu'après du coup toi tu es... même en étant agriculteur, pour nos filets, nos films plastiques et tout ça, nos ficelles, on a des filières de recyclage. On met ça dans des poches et une fois par an on amène tout ça dans la coopérative. Là mes pots de plastique de yaourt, on ne savait plus quoi en faire. Et on n'avait pas le droit. Mais on ne leur donnait pas de viande. C'est la raison qu'on nous avait donnée. Non, je crois que c'est ça, Justine, c'est la peste porcine. Il ne faut pas qu'ils mangent de porc parce qu'il y a la peste porcine. Peut-être qu'aussi derrière, ils veulent qu'on achète nos granulés. Hein. Parce que là, par contre, je suis dedans. Je suis dedans. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre choix. Il faut passer par eux. Et en plus, si je veux le spécial formule écu noir, je suis marié avec eux. Là, j'ai le doigt dedans. Je fonctionne avec eux. Je suis conscient, par contre. Donc le jour où je vais arrêter, j'arrête. Mais tu vois, c'est quand même ça, c'est du hors-sol. C'est une agriculture hors-sol. Dans mon cochon, il est dans la Nathan, tu voulais... Oui, tout à fait. Juste un petit mot sur le pouvoir d'achat des Français et les salaires et les pensions en berne. Malheureusement, si ça augmente, c'est pas automatique que le panier alimentaire des Français va augmenter.
et que les Français vont se diriger vers des produits de meilleure qualité. Déjà parce que, il n'y en a pas assez, en fait. La majorité de la production est une production plutôt de basse qualité à destination de l'agro-industrie. Et la deuxième, c'est parce que l'argent peut aller ailleurs, et ça on ne contrôle pas, c'est la liberté des gens. Et d'ailleurs, le panier alimentaire moyen d'un Français, lorsqu'il y a eu des grosses augmentations de salaire dans les années 70-80, le panier moyen en termes de prix, il a baissé. Et les citoyens, malheureusement, ne sont pas forcément allés, pas tous, vers des produits de qualité. Donc en fait, c'est pas forcément, même si bien évidemment on demande l'augmentation des salaires, des pensions, ça c'est sûr, mais c'est pas mécanique. Ce qu'il faut, c'est vraiment le prix du panier moyen alimentaire pour des produits de qualité va augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il faut rémunérer justement les agriculteurs. De toute façon, il va augmenter, et ça, c'est un fait, c'est ce qu'on veut. Par contre, là, on va essayer de grappiller ailleurs pour pas que le pouvoir d'achat des Français baisse. C'est gagner sur la santé, sur l'éducation, et ça, faire baisser dans ces domaines-là pour qu'ils soient pris en charge par la collectivité, par l'État, etc. Donc voilà, un petit point là-dessus. Deuxième petit point sur les races. Bien évidemment, la diversité des races est un atout. Elle a été détruite par la normalisation et la simplification imposée par l'agro-industrie et la pression sur les revenus du coup. Il fallait que tout rentre dans des cases, et du coup on a fait 2 ou 3 races majoritaires. Mais en fait, il y a un nombre de territoires, un nombre de biomes en France assez grand, et il y a des races pour chacun de ces territoires. Et donc en fait, la résilience face au dérèglement climatique, c'est de multiplier les races d'élevage, que ce soit porcin, bovin, caprin, tout ce qu'on veut, pour être solide face aux maladies, pour avoir des productions quand même suffisantes et bonnes, parce qu'on ne veut pas non plus qu'une vache produise 3 gouttes de lait, il faut quand même nourrir la population. Et donc ça, c'est par la sélection génétique, mais pas la sélection génétique imposée par les grands groupes capitalistes, mais la sélection génétique issue de la base des travailleurs, créée par des groupes territoriaux d'éleveurs qui puissent réfléchir en commun, s'échanger les bêtes, faire des plans de suivi de leurs animaux, mais localement. Et là, on arrivera vers une diversité des races efficace et bonne pour la consommation. Et troisième petit point, les leviers de la commande publique, ça c'est hyper important. Les cantines scolaires, des hôpitaux, des prisons, de tout ce qu'on veut, c'est un nombre de repas par jour qui est extraordinaire. Et donc de plus en plus, avec les lois Egalim, avec une dernière loi qui est passée dans la loi agricole, il me semble, un dernier article, pour encore plus contraindre les collectivités à acheter bio et local. Ça c'est très très important. Créer un projet alimentaire territorial, ça permet de structurer tout un tas d'acteurs dans le territoire qui vont permettre de se mettre en dynamique, en lien, en relation, afin de créer quelque chose de positif et issu des pouvoirs publics locaux. Donc ça, bien évidemment, on s'y invite. Par contre, le problème, c'est toujours le manque de moyens, ou alors la concurrence acharnée des produits de bas qualité peu chers de l'agro-industrie capitaliste. Donc il faudrait... c'est un changement de système, comme toujours, comme j'ai dit, lutter dans ce système, c'est bien, c'est important, ça montre la voie. C'est les pionniers, vous êtes les pionniers de ce qu'il faut pour la suite, mais sans un système qui encourage ces pionniers, on n'arrivera à rien. Et c'est pour ça que je parle de l'agriculture, parce que nous, on a un projet politique de l'agriculture française. Que cette agriculture soit agroécologique dans son entièreté. Et aujourd'hui, il y a des agricultures, parce qu'il y en a qui sont soumis au système, ils n'ont pas le choix, aliénés par le système. Il y en a qui profitent du système, il y a quelques agris qui sont super riches, qui roulent en Porsche et qui écrasent les autres et qui profitent très très bien du système. Et il y en a qui essayent de se décaler par le système, par la vente directe, par certains processus, autres processus que les processus de grande distribution. Et ça, vous êtes la voie d'avenir, mais il ne faut pas que vous soyez seul. Bonjour, du coup
je voulais intervenir, effectivement, merci Laurent. Moi, c'est Charles de la gauche républicaine et socialiste. Alors déjà, je voulais affirmer une chose auprès de vous tous. Le programme Empreinte 2050, c'est pas uniquement le meilleur programme, un plan de transition environnementale. En fait, c'est le seul parti politique à l'avoir fait. Vous, le Parti communiste français, est le seul à avoir un plan détaillé qui prévoit les actions, les transformations. Donc il y a vraiment... les communistes devraient s'enorgueillir d'avoir ça. Ah bah oui, là vu que c'est le seul, c'est le meilleur. Et effectivement, l'empreinte 2050, je trouve que c'est pas du tout assez connu dans la population. Le Parti communiste devrait en faire des caisses et des caisses, parce que c'est extraordinaire, c'est global. C'est vraiment comme ça que je trouve qu'il faut faire les choses. Donc félicitations au Parti communiste déjà pour ce travail, qui est effectivement un travail qui se renouvelle et qui perdure. Félicitations à vous tous donc là-dessus. Donc ça c'était mon premier point. Le deuxième point c'est sur la transformation du modèle agricole. Alors là pour le coup je vais prêcher un peu pour ma paroisse. À la gauche républicaine et socialiste, on a imaginé en fait que plutôt que de transformer l'agriculture de marché, il fallait lui opposer un deuxième modèle, donc en fait avec une période de coexistence, un peu sur le même principe que l'économie sociale et solidaire, et donc avoir une agriculture sociale et solidaire, quelque part comme ça, donc un double marché, ce qui permettrait en fait, après coup, une fois la création de ce statut un peu intermédiaire pour les agricultures familiales finalement, qu'ils soient les seuls à pouvoir accéder à la commande publique. Et donc en fait, ça permet de contourner le problème du marché public par ça. Je vois que tu secoues la tête, tu te dis, oh putain, il y a une idée à creuser là. Donc allez lire, c'est disponible sur le site, et je pense que c'est en allant lire ce que l'ensemble des formations de gauche proposent qu'on s'enrichit tous là-dessus. Et ça fait 2 points, et j'ai oublié le troisième, donc je vais m'arrêter à 2. Merci. Bien, je vais passer la parole à Henri, et après on laissera nos 2 candidats au sénatorial s'exprimer, parce qu'on le disait tout à l'heure, hein, la loi d'urgence agricole, c'est une loi qui a été votée par les politiques. Et donc plus on aura de politiques au Parlement qui soient en faveur de l'agriculture telle qu'on la souhaite nous, plus les choses elles avanceraient. Donc Henri, tu as 2 minutes. Non, allez, 3 minutes. Bon, le propos c'est sur l'armée et le climat. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis au mouvement de la paix de la Corrèze. Donc c'est pour ça que le propos porte sur l'armée. Donc sur les données générales de l'armée, c'est en 1 heure de vol, le Rafale consomme en moyenne 4500 litres de kérosène, un Charles Leclerc de 300 à 500 litres d'essence au 100 km. L'armée française consomme environ 1,3 milliard de litres de carburant par an. Ces dépenses faramineuses ont des impacts sur notre environnement. L'activité militaire représente 20% de la production mondiale de gaz à effet de serre. Il faut noter que l'armée ne présente jamais de bilan écologique de ses activités. Ainsi, le mouvement de la paix de la Corrèze a critiqué l'exercice militaire terrestre du printemps 2025 qui regroupait 600 soldats et 100 véhicules en Corrèze. Il n'y a eu aucun bilan des émissions de gaz à effet de serre. Idem pour l'exercice aérien Volfa 25 à l'automne dernier, et où cette année, pour le méga défilé du 14 juillet, pendant qu'il y avait les incendies et la canicule, on a eu droit à un méga défilé avec des avions, des chars, etc. Sur les Champs-Élysées. Une pollution, alors les dégâts sur la santé causés par l'armée, on découvre en France chaque année 20 tonnes d'obus qui n'ont pas explosé depuis les 2 guerres mondiales. La qualité des sols dans le nord et l'est de la France souffre de la présence de milliers d'obus dans les sols, ce qui contraint aussi l'agriculture et pose des questions sur la qualité de ce qui est cultivé. Parmi tant d'autres munitions anti-chars, des perforateurs en uranium appauvri ont répandu sur le sol des poussières radioactives polluant durablement les sols et les eaux. C'est le cas de ces munitions à l'uranium appauvri qui sont utilisées aujourd'hui en Ukraine. Rappelons que le terme écocide est apparu lors de la guerre du Vietnam en référence à la déforestation due à l'épandage de l'agent orange entre 1961 et 1971. Donc les pollutions ne sont pas inhérentes aux seules zones de guerre ou de combat. Pour parler de la France, la pollution liée aux activités militaires va être à la fois des conséquences de la fabrication d'armes
en particulier l'arme atomique, puisqu'on a 30 000 m3 de terre radioactive qui sont stockés au Boucher en Essonne, mais aussi de l'activité militaire d'entraînement. Par exemple, sur le polygone militaire de tir près de Bourges, une free party s'est déroulée au printemps. Le principal souci n'a pas tant été la free party que le danger lié à la présence de munitions non explosées. Or, il ne semble pas que la population des riverains en soit informée, ni les agriculteurs, alors que potentiellement ces munitions constituent un risque pour l'environnement en se dégradant dans le sol. Les sites militaires sont très nombreux en France. L'opacité sur leur gestion peut inquiéter sur les conséquences des activités qui s'y déroulent. Cette pollution a été étudiée en Sardaigne, à proximité d'une base militaire de l'OTAN, utilisant notamment des munitions à uranium appauvri. Dans les zones d'habitat situées à proximité de la base de Salto di Quirà, près de 60% de la population souffre de leucémie. Il est ressorti d'une étude portant sur des animaux vivant en Sardaigne et présentant de graves malformations à la naissance que les anomalies constatées chez ces animaux présentent de larges similitudes avec le syndrome des Balkans qui, pendant la guerre des Balkans, a affecté les militaires exposés à de l'uranium appauvri. Alors ce que je dis, c'est pas du complotisme, mais ça a été documenté par la justice italienne qui, elle, a fait des enquêtes sur les conséquences de l'utilisation d'obus à uranium appauvri pendant les conflits dans les Balkans. Bon, alors quelques exemples actuels en Ukraine. Premier exemple en Ukraine, depuis le début des hostilités en 2014, mais surtout depuis son extension en février 2022, le conflit a fait des centaines de milliers de victimes, mais n'a pas épargné l'environnement. Atteinte de 93% du réseau électrique, destruction de 3 millions d'hectares de forêt, soit environ 20% des surfaces boisées du pays, 20 millions de tonnes de déchets métalliques, 1,5 million de tonnes de débris et de gravats. La pollution chimique généralisée et les explosions ont rendu stériles des millions d'hectares de terres agricoles, du grenier à blé de l'Europe. Ce qui aussi influe, par rapport à ce que disaient les copains avant, ce qui influe aussi sur les prix. Parce qu'effectivement, pour nourrir les culs noirs, si la production d'intrants et il y a moins de production, les prix vont augmenter. La péninsule de Kinburn, près d'Odessa, a perdu entre 20 et 30% de sa biodiversité après des incendies majeurs. Des réservoirs d'acide nitrique ont été touchés, libérant des substances toxiques dans l'environnement. La destruction du barrage de Kakova en juin 2023 a inondé 63 447 hectares de forêt, tuant des animaux et perturbant les écosystèmes riverains, et elle a dispersé des polluants et des mines, rendant les zones encore plus dangereuses. Donc c'est pas demain, un des soucis avec l'Ukraine, c'est que c'est pas demain que les terres pourront de nouveau être mises en culture, et c'est ce qui est inquiétant. Quelques exemples actuels en Palestine. L'agriculture à Gaza, qui constituait 10% du PIB, faisait vivre 500 000 Palestiniens. Les terres agricoles représentaient 42% de sa superficie, mais après 2 ans de bombardement, il n'en reste que 1,5%. Donc 1 million d'oliviers ont été déracinés, 8000 serres détruites. Ce que l'on ne voit pas encore, c'est que les survivants pourraient subir des conséquences à long terme qui occasionneraient plus de morts que ceux dus aux bombes. Par exemple, il est avéré que le phosphore blanc utilisé au mépris des traités endommage les organes, car le composé de cet élément est soluble dans le sang. Il est avéré que plus de 50 ans après les essais nucléaires, subsistent des conséquences graves sur l'environnement et sur la santé des populations. Donc avec tous les conflits dans le monde, il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde. Il y a les morts qui sont en cours, dont on parle, mais il y a aussi les conséquences pour les populations, on espère une fois la paix revenue, sur l'habitabilité, la cultivabilité des terres dans ces zones-là. Donc les activités militaires constituent un terreau favorable à des écocides, avec ou sans guerre. En conclusion, rendez-vous le 21 septembre à Brive à 10h30 et le 24 à Tulle à 11h pour les Journées internationales de la paix, et le 11 octobre pour les marches et le travail de la paix à Lissec-sur-Couze. Vive la paix! Et j'aurai un dernier mot, parce qu'on me fait ci, c'est de la part de la section de Brive. Une collecte est en cours pour les victimes des incendies en Gironde et dans les Landes.
C'est la section de Brive qui organise ça et vous pouvez amener vos dons le mercredi matin ou le samedi matin à la section. Et tout ce qui a été donné sera amené en Gironde par des camarades. Voilà, je pense qu'ici il y en a un certain nombre qui a connu Pascal Bagnarol, donc on est en lien avec Pascal et pour aider les populations victimes de ces incendies. Bien, ben maintenant, la réponse politique par rapport à ce qui nous attend. Alors je vais laisser la parole à nos candidats, d'abord à notre candidate, et puis Nicolas, tu pourras compléter. Olga, à toi. Bonjour tout le monde. Du coup, je suis Olga Boudin, je suis élu local d'un petit village du plateau de Millevaches qui s'appelle La Selle depuis 2020. J'en suis maire depuis cette année, là, 2026. En fait, c'est super intéressant la discussion qui vient d'avoir lieu. Ça fait écho à plein de choses que justement on vit, nous, dans nos petits villages. Je pense notamment sur la question agricole, il y a quelque chose d'important par chez nous, c'est quand même la lutte contre l'agrivoltaïsme et pour plusieurs raisons, mais en fait il y a quand même une raison qui est importante à mes yeux, c'est la raison paysagère. Moi je tiens à le dire qu'il faut vraiment qu'on remercie les éleveurs et leur choix de l'agriculture extensive parce que ça façonne nos paysages d'une certaine manière et qu'en fait tout le monde en profite, quoi, et en fait pour le coup ils sont jamais remerciés pour ça, donc je tiens à le faire. Et en fait, la question agricole, oui, l'adaptation au changement climatique, elle est importante. Je pense notamment à des fermes par chez nous qui trouvent pas de repreneurs, vraiment c'est difficile. Les jeunes n'osent pas forcément reprendre l'exploitation familiale ou n'ont pas les moyens de le faire. Je pense qu'il faut vraiment penser à une politique pour les soutenir, ces jeunes-là. Et en fait, c'est pas parce que les fermes ne sont pas reprises que systématiquement le prix des terres baisse. Et justement, je pense que c'est lié à cette pression, la pression immobilière est liée à ces, je sais pas comment dire, à ces velléités de mettre de l'agrivoltaïsme un peu partout. Et voilà, donc il y a cette question-là. Et une autre question aussi que la discussion m'a fait penser à une autre question, c'est la question du partage de l'eau. Nous, on est plusieurs communes par chez moi à avoir encore une régie d'eau potable municipale. Voilà, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont branchés, tu l'as dit, sur les réseaux publics, sur les réseaux d'eau potable pour la consommation humaine aussi. Et en fait, on se rend compte, là, c'est assez nouveau. Moi, j'ai un territoire qui normalement est très froid, très humide. Et en fait là, c'est la sécheresse et on se rend compte qu'il y a beaucoup de sources qui sont en difficulté. Il y a des villages qui sont très inquiets de ne pas avoir assez d'eau, etc. Et du coup, je pense que ça pose la question du modèle du partage de l'eau. Il faut absolument défendre cette idée de l'eau comme un bien commun à partager entre tous. Et en fait, il y a des villages par chez nous qui se posent la question de faire des retenues, notamment pour la consommation bovine. Et voilà, c'est des choses à réfléchir. Enfin, à mon avis, il faut pas passer à côté de cette discussion-là, qui est une discussion forcément d'avenir, quoi. Et voilà, et du coup, on s'engage avec Nicolas là, sur les sénatoriales. On s'engage pas qu'avec Nicolas d'ailleurs, on est un binôme dans le cadre d'une association qui s'appelle Corrèze Commune, où l'idée c'est d'essayer de réunir les élus locaux plutôt de gauche, encartés ou non. Moi, je suis pas, par exemple, je suis pas au parti, hein, j'ai l'honneur d'avoir le soutien du Parti communiste. C'est un honneur aussi parce que le Parti communiste a été au pouvoir dans mon village pendant longtemps, et du coup, moi, ça me va très bien d'être associé à cette histoire-là. Mais je veux dire, je tiens aussi au fait d'être sans étiquette, et on essaye de réunir comme ça des élus non étiquetés, mais qui partagent un peu les mêmes valeurs de gauche, on peut dire. Et parmi les revendications qu'on a quand même celle de défendre l'autonomie des communes, et ça passe par une augmentation des dotations pour les communes de la part de l'État. Elles sont en baisse depuis le dernier budget. Par exemple, je crois que de tête c'est 40% en moins pour le fonds vert. Le fonds vert, c'est normalement un fonds qui est destiné à l'adaptation au changement climatique pour les communes. Ça peut servir à rénover des écoles, ça peut servir à financer des études politiques comme les atlas de la biodiversité communale. C'est un outil politique pour normalement soutenir les communes à l'adaptation.
Et voilà, et cet outil perd ses financements. Il y a même des grosses craintes sur les prochaines présidentielles, sur qu'est-ce que ça va donner ce budget-là. Nous, du coup, on fait campagne là pour les sénatoriales en Corrèze aussi pour dire qu'on tient à ce que les communes aient les moyens d'agir à leur échelle pour s'adapter au changement climatique. Et voilà, est-ce que j'oublie des choses peut-être? Mais voilà, mais du coup peut-être je passe la parole à Nicolas qui me fait l'honneur d'être mon suppléant. Je ne vais pas en rajouter trop non plus, hein, parce que le débat a été déjà très très riche. Merci d'ailleurs à chacun des intervenants pour tous les éléments que vous avez pu apporter. Ce débat, il s'inscrit aussi dans une logique avec cette élection sénatoriale, parce que vous le savez, la droite corrézienne, elle aime bien ce sujet de l'agriculture. Elle l'utilise comme un argument politicien, elle va aller tâter le cul des vaches et se revendiquer de la Chiraki. Alors à moitié quand il s'agit d'aller chercher et gratter Retailleau par exemple, mais en tout cas, elle va sur ce terrain-là. Et c'est important aussi qu'on puisse avoir une autre voix, d'autres propositions, un autre discours, un autre regard sur la question agricole, et que nous, on puisse aussi, dans cette campagne, qui est une campagne particulière, on va auprès des grands électeurs, mais aussi porter une voix différente et une autre façon de voir l'agriculture. Donc c'est important. Et puis, ça nous permet aussi de montrer l'intérêt d'avoir des élus, et notamment des parlementaires, alors communistes ou apparentés, en tout cas d'une certaine partie de la gauche, même au Sénat. Et je vais prendre, allez, il y a un exemple, et je peux même en prendre un deuxième, mais le rapport sénatorial de Fabien Gay sur les 211 milliards d'aide publique aux entreprises, un travail colossal, transpartisan certes, mais porté par Fabien Gay, sénateur communiste. Et puis le rapport d'enquête parlementaire sur les cabinets de conseil par Eliane Assassi, ça remonte un peu, mais en tout cas il y a de l'intérêt sur le travail des parlementaires communistes, que ce soit au Sénat, et je ne parle pas non plus de l'Assemblée nationale, Laurent en a parlé en introduction avec les lois sur les retraites agricoles, les petites retraites agricoles, par nos camarades Chassaigne et Brugerolles. Bon, donc c'est aussi porter ça dans cette campagne. Et enfin, on a aussi, vous allez dire qu'on se construit en miroir de la droite, mais en même temps, la droite est très maligne, nous on va essayer d'être encore plus maligne qu'elle. L'idée c'est d'essayer, à partir de cette élection sénatoriale, mais ne pas être enfermé que dans le calendrier électoral, d'aller chercher toutes les bonnes volontés pour essayer de se coordonner, parce que la droite est organisée, parce que la droite a la faculté de se renouveler, parce que la droite est très forte. Aujourd'hui en Corrèze, on l'a vu aux dernières élections municipales, et on commence à en voir les conséquences dans des bastions. Et je peux vous parler de Tulle, je fais une petite aparté, on parlait de la chaleur très importante qu'on a vécue cet été. La réponse de la municipalité de Tulle, c'est ne vous inquiétez pas, on a végétalisé. On a mis des bacs à fleurs dans l'avenue Victor Hugo. Donc j'invite tout le monde à se mettre à l'abri, à l'ombre d'un bac à fleurs, pour voir si ça rafraîchit. Bon bref, c'est une aparté, mais en tout cas, on voit le poids que la droite a aujourd'hui, et ça nous exige, ça nous demande de nous organiser. C'est tout l'intérêt de Corrèze Commune, du projet Corrèze Commune que l'on porte. Je le présente très rapidement, une association qui réunit toutes les bonnes volontés, évidemment très à gauche, en tout cas sincèrement à gauche, pour essayer d'organiser, se coordonner, produire du contenu théorique, produire du contenu aussi pratique, concret, des tracts, des affiches, faire des cahiers de canton, organiser dans toutes les communautés de communes, essayer de nous préparer au maximum la gauche tout entière, celle qui ne trahit pas, celle qui est fidèle à ses valeurs, pour essayer d'enrayer cette machine que l'on subit et que l'on a subie de manière très forte aux dernières élections municipales, et pouvoir dire d'ici 2 ans, d'ici quelques années, et peut-être à l'occasion de ces élections sénatoriales, on y arrive, la Corrèze est à gauche, et la Corrèze reste et demeure une terre de résistance.
J'en dirai pas davantage, juste faire un petit peu de pub. Il y a des bons soutiens pour la fête de l'UMA ici sur la fête, j'espère que vous les avez pris. C'est très important la fête de l'UMA. On parlait de Fabien Gay tout à l'heure, qui est directeur du journal L'Humanité, qui est un des rares médias qui reste indépendant des pouvoirs financiers. Et cette fête, je le rappelle, ne génère quasi pas de bénéfices et chaque année est toujours plus remise en danger. Donc c'est important d'aller soutenir le journal en achetant le bon de soutien ou en faisant un don ou en s'abonnant. Et ensuite, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on est sur les week-ends rouges du mois d'août. On a la fête du Bois de la Croix-Rouge à Favard, la fête de la section de Tulle, donc le dimanche 29, avec un débat sur la présidentielle et justement cet enjeu de l'union de la gauche, un concours de belote si vous aimez jouer à la belote. En tous les cas, on vous y attend nombreux et nombreuses. Merci à tous les camarades de la section d'Oznac pour leur accueil. Qu'est-ce qu'il y a, Robert? Ah, c'est samedi? Quel mauvais porte-parole, franchement. Et puis on me laisse dire en plus. Merci Robert, c'est samedi. Voilà, donc merci à tous les camarades de la section d'Oznac. Merci pour ce temps d'échange et ce débat très important. Et puis à bientôt, tout simplement. Moi, je souhaitais une dernière intervention. Il y a Daniel Ridier, le président de l'association Bobsil. Il y a eu un travail d'ailleurs qui a été fait dans le cadre de la loi avec la sénatrice communiste Marie-Claude Arias, qui a été intéressant. Donc je pense que Daniel, tu peux apporter ta réflexion, notamment que la question climatique, notamment sur la question de remise en service des lignes SNCF, est au cœur de ce qu'on peut défendre en termes de service public aujourd'hui. Je laisse ma place. J'ai pris quelques notes. Si tout le monde s'en va. Oui, parce que j'ai pas la une. Oui, bonjour. Donc je suis, certains me connaissent, je suis là pratiquement tous les ans à la fête de la section du Parti communiste de Donznac, à l'invitation de Laurent, que je remercie de m'avoir invité cette année encore. Donc juste pour commencer, pour débuter par rapport à tout ce qui vient de se dire, donc je ne suis pas marxiste, même si je suis communiste, mais moi je suis plutôt de la tendance libertaire. Je ne reviendrai pas sur la paternité de l'écologie politique, mais je vous invite à redécouvrir peut-être l'œuvre d'Élisée Reclus, géographe et anarchiste, qui a le premier beaucoup écrit sur le rapport de l'homme à la terre et par rapport à toutes les formes d'extractivisme. Pour ceux que l'ouvrage de Reclus pourrait rebuter, il y a un excellent travail qui a été fait par Roméo Bondon, qui est chercheur au CNRS, qui s'appelle Élisée Reclus et la solidarité terrestre. Maintenant, peut-être parler de transport. Donc, il faut peut-être inscrire la question des transports dans tout ce qui vient d'être dit maintenant, là, parce que peut-être qu'il faut rappeler que les transports tels que nous les connaissons aujourd'hui se sont développés essentiellement pour permettre au capitalisme du XIXe siècle de produire plus à moindre coût et surtout de diffuser toute cette production, favorisant ainsi la société de consommation qui aujourd'hui est quelque part le problème. Donc, excusez-moi parce que le téléphone. Donc il en est ainsi des problématiques de transport et de logistique. Le transport d'aujourd'hui ne s'est développé que pour permettre l'essor du capitalisme industriel du XIXe siècle, en favorisant la libre circulation des marchandises et de la main-d'œuvre. Les effets induits que sont la libre circulation des idées et des personnes n'étaient eux pas recherchés. La prise de conscience actuelle sur la nécessité, entre autres, de décarboner et de réduire l'empreinte énergétique des transports ne peut pas mettre de côté la sobriété qui devrait être de mise dans toutes les activités humaines impactant notre environnement. Donc là, je vais peut-être faire une insiste par rapport à ce qui s'est dit, donc l'acceptabilité que le changement climatique est là, l'adaptabilité à ce changement climatique qui sera nécessaire, puisque aujourd'hui, on a vraiment pris beaucoup de retard dans la différenciation écologique, et donc qu'on fasse ce qu'on fasse, ce changement climatique va arriver. Et quelque part aussi, donc, la sobriété. Donc la sobriété, quand je parle de sobriété, je veux parler de la sobriété vis-à-vis des ressources naturelles.
parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de planète B non plus. Donc on est dans un système fini, un système planétaire fini. Les ressources ne sont pas inépuisables. Les seules ressources inépuisables, c'est la force humaine et peut-être l'énergie solaire. Donc, qu'est-ce qu'on transporte? La question, c'est quelle politique de transport? Donc, qu'est-ce que nous transportons et comment nous le transportons? Donc, il y en a beaucoup qui promettent des solutions d'avenir dans l'électrification des véhicules. Mais l'électrification des véhicules va favoriser une autre forme d'électroactivisme, puisqu'il faudra des terres rares, il faudra des éléments qui ne sont pas inépuisables aussi pour produire cette électrification des véhicules. Donc si on veut électrifier le transport, c'est pas en mettant des wagons, enfin des camions électriques qui fassent du transport international sur les routes qu'on le fera, mais peut-être en réfléchissant à peut-être électrifier le réseau ferroviaire qui ne l'est pas. Ça serait déjà pour une première solution. Il y a beaucoup de lignes qui ne sont pas électrifiées aujourd'hui, qui mériteraient de l'être. Comment? En France? En France, oui. Dans le Cantal. C'est quoi le pourcentage en fait de locomotives à diesel par rapport aux locomotives électriques? Écoute, il y a 36 000 km de lignes actuellement en France, il y en a 17% à peu près qui sont électrifiées. Ça fait le calcul. La ligne que nous défendons, Bobsteel, elle n'est pas électrifiée. Oui. Donc si on veut électrifier un transport, autant électrifier le transport de masse qui est le ferroviaire, et qui pourrait être inclus dans un service public, plutôt que de mettre sur les routes des super poids lourds électriques. Voilà, c'était le... Donc, oui. Cette approche technologique et écologique de l'écologie dans les transports ne serait abondée qu'au profit du capitalisme. Quelque part, le transport, c'est une variable d'ajustement des profits du capital. Ça a toujours été ainsi. On a transporté des marchandises que pour permettre au capital d'augmenter ses bénéfices. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en libéralisation du marché? Ben oui, parce que le capitaliste a intérêt à réduire ses coûts de transport au maximum pour augmenter ses bénéfices. Donc la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on transporte aujourd'hui et pourquoi on le transporte? Donc après, on est dans une société qui est hyper spécialisée. Avec la mondialisation, il y a des pays qui sont spécialisés dans des productions, d'autres dans d'autres. Donc on le voit aujourd'hui, l'alimentation locale, elle n'est plus locale. Elle vient de partout, surtout avec les marchés de libre-échange, avec les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Amérique du Nord. Donc on a une alimentation qui n'est plus locale et qui doit être transportée. Donc qu'est-ce qu'on transporte? Il me semble important de transporter, d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on transporte et pourquoi on le transporte. Les biens qui sont essentiels au bien-être humain, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'eau, que ce soit l'information aussi, parce qu'on peut parler aussi des réseaux d'information, me semble-t-il qu'ils devraient être sortis du système capitaliste pour être intégrés dans un système collectif. Et le système collectif qui fonctionne et que nous connaissons, c'est le service public. Donc, au-delà de ça, sur l'association Bobsteel, donc nous avons travaillé, depuis le 20 décembre, nous avons travaillé auprès du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine pour défendre la ligne, mais nous avons aussi œuvré au sein du collectif de la colère des centrins. Donc je suis au comité opérationnel. Ce collectif de la colère des centrins, dont Bernard Puck, donc je sais que son papa est dans la salle, Bernard Puck de l'association d'Angoulême a fait aussi un énorme travail sur ce sujet. Donc nous avons porté des propositions d'amendement à la loi sur les transports, la loi sur les transports voulue par le ministre Tabarot, essentiellement pour verrouiller le renouvellement des concessions autoroutières, puisque les autres modes de transport étaient évoqués, mais de façon un peu brève et un peu oui, à la marche. Donc nous avons porté 26 propositions d'amendement à cette loi. Donc comme le disait Laurent, nous avons rencontré des sénateurs de tout horizon, puisque le travail doit été fait auprès des sénateurs. Et nous avons eu un échange effectivement très très instructif, très très enrichissant avec Madame Varillas, donc sénatrice de Dordogne. Il est à noter que lorsque la loi transport est passée au Sénat, c'est le groupe dont fait partie les sénateurs communistes qui a été le plus offensif par rapport aux amendements que nous pourrions porter. Je noterai simplement au passage que les élus socialistes et écologistes se sont abstenus sur ce travail, alors qu'ils auraient pu être eux aussi force de proposition et soutenir nos amendements. Ensuite, nous avons eu un gros travail au niveau des députés, et je crois que la loi sur les transports donc, est actuellement
au point mort, oui, puisque du fait du travail de fond que nous avons mené auprès de l'ensemble des députés, quels qu'ils soient, les seuls que nous n'avons pas interpellés sont les députés du Rassemblement national. Mais nous avons effectivement interpellé l'ensemble des députés, y compris les Républicains, et ça a conduit à avoir 600 propositions d'amendement à cette loi, dont on va dire les 3/4 pouvaient être considérés comme correspondant à nos demandes en tant que collectif. Alors le collectif de la colère des Centrins, c'est l'ensemble des associations de défense du ferroviaire et des mobilités, d'abord du Massif central, manifestation à Limoges le 31 janvier, donc c'était essentiellement le Massif central, un peu d'Occitanie et beaucoup de Nouvelle-Aquitaine. Et depuis, nous avons travaillé, nous étions 21 au départ, nous sommes 46. Et nous pouvons compter parmi nous, y compris même des associations du Grand Est. Donc on a vraiment, on couvre vraiment tout le territoire, puisque la problématique des transports, alors en milieu rural, mais d'une façon globale, est la même, quel que soit l'endroit du territoire où nous nous trouvons. On a des infrastructures existantes qui méritent d'être améliorées, qui méritent d'être modernisées, qui méritent aussi de bénéficier des dernières innovations techniques. Pourquoi créer forcément de nouvelles infrastructures de transport alors que les anciennes pourraient être utilisées, optimisées? Donc on est un petit peu... alors c'est dans ce cadre que s'inscrit le débat que nous portons vis-à-vis des déviations routières. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des infrastructures, et quel que soit le mode, l'essentiel du financement est porté par le citoyen. Que ce soit par les prix des billets ou que ce soit par les subventions publiques. Les routes, c'est les collectivités. Donc, mais celui qui est le plus grand bénéficiaire de ces infrastructures de transport, ça reste le capital. Donc il est absolument illogique que celui qui en bénéficie le plus soit celui qui paye le moins. Donc ce que nous voulons, nous, c'est des lois de financement. Donc il y a la possibilité, dans le cadre des élections présidentielles, de défendre une loi de programmation des mobilités, parce que la loi d'orientation sur les transports ne parle pas de financement. On nous oppose l'article 40 pour le Sénat et l'article, je ne sais plus, pour l'Assemblée nationale, pour ne pas introduire de dépenses supplémentaires. Alors que beaucoup de propositions que nous portions introduisaient justement des dépenses supplémentaires. Mais parallèlement à ça, nous avions aussi porté des propositions sur des financements supplémentaires. Donc, le sujet aujourd'hui pour nous, c'est la loi de programmation des mobilités. C'est-à-dire c'est le moment où on pourra dire qui finance les mobilités, quel financement des mobilités et pourquoi on finance les mobilités. En fait, tu n'as pas le droit d'introduire de nouvelles dépenses si ça n'émane pas du gouvernement. D'où l'importance de gagner, si on veut pouvoir le faire. Oui, et pour la loi de programmation des mobilités, c'est pareil. Donc aujourd'hui, il y a cette histoire de privatisation des transports. Donc on s'est lancé à corps perdu dans la privatisation, on l'a vu en Angleterre, on le voit aujourd'hui en Allemagne, ça ne fonctionne pas, le système s'effondre, l'infrastructure s'effondre. En Allemagne, c'est en train d'arriver. En France, ça va arriver, mais sous très peu, parce qu'on a longtemps financé des infrastructures autoroutières, des lignes LGV. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de lignes LGV, mais on l'a fait au détriment de l'entretien et de la modernisation des lignes classiques. Donc le système aujourd'hui te bord d'effondrement. Si on ne trouve pas les moyens, il faut à peu près 1,5 milliard par an pour maintenir le système dans l'état où il est. C'est-à-dire même pas l'améliorer, c'est juste le maintenir, laisser les trains quand ils circulent à 40, pouvoir continuer à les faire circuler, ne pas les arrêter. Donc on n'est pas dans l'amélioration. Donc il faut, quelque part, il faut un véritable projet de gouvernement qui aille vers de la comodalité, c'est-à-dire la coordination de l'ensemble des modes de transport et ne plus mettre en concurrence les modes de transport, mais dans le cadre d'une planification réellement écologiste, coordonner l'ensemble des transports pour arriver à un optimum d'efficacité avec un maximum de sobriété vis-à-vis des ressources naturelles et vis-à-vis des espaces naturels, parce que créer une nouvelle autoroute, ça nécessite de manger des terres agricoles, de manger des terrains naturels, de détruire les eaux humides, donc il y a beaucoup de sujets qui sont... Donc aujourd'hui, Vopsil est partie prenante du collectif de la colère des Centrins. Nos objectifs, alors moi je vous avoue que depuis le 3 juillet où j'étais auditionné dans le cadre des auditions menées par la France Insoumise auprès des associations donc, où le collectif des Centrins avait été invité, j'ai pris un peu de vacances.
parce que depuis le mois de décembre de l'année dernière, je pense que j'ai fait beaucoup de boulot. On a fait énormément de boulot quand il a fallu préparer l'anniversaire de la ligne à Saint-Saul. Après beaucoup de boulot pour s'organiser, pour aller sur la manifestation du 31 janvier. Beaucoup de travail derrière pour proposer des amendements cohérents et construits et équilibrés à nos sénateurs et à nos députés. Et j'avoue que le 3 juillet, j'ai eu un petit coup de mou. Donc j'ai pris quelques vacances. Donc là, l'actualité pour Bobsil, pour la ligne Brive-Auchat, Pompadour, Sainte-Thierry et Limoges, ça sera à la rentrée certainement de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller voir les nouveaux élus des conseils municipaux, puisque le conseil municipal, les conseils municipaux ont leur mot à dire dans la politique des mobilités menée dans leurs communalités, et qu'il nous semble important de préserver les infrastructures existantes, que sont le maillage ferroviaire, et même de développer, même de réouvrir les lignes qui sont actuellement fermées. Donc pour cela, il faut qu'on raisonne en termes d'urbanisme, donc il faut éviter d'urbaniser des zones qui sont excentrées par rapport au centre-bourg, au centre-ville, mais il faut aussi éviter d'urbaniser des zones qui ne sont pas couvertes par des mobilités. Alors, quand on parle de couverte par des mobilités, il n'y a pas que le train, on parle aussi des mobilités alternatives, le vélo, la marche. Pourquoi pas un autopartage en véhicule électrique, parce que là le véhicule électrique aurait toute sa pertinence dans un schéma d'autopartage géré par les collectivités. Et donc on va prendre notre bâton de pèlerin pour aller rencontrer l'ensemble des conseils municipaux et évoquer tous ces sujets que sont les mobilités alternatives, la défense du maillage existant, la nécessité de réfléchir avant de créer de nouvelles infrastructures, et le combat à mener au sein des intercommunalités pour faire émerger ces solutions. Voilà, merci. Bien, je pense qu'on va arriver à l'heure de conclure. Alors d'abord, moi je remercie mais vraiment tous les intervenants, Nathan déjà, et Amandine qui sont venus d'à côté du Cantal pour faire les kilomètres pour intervenir et pour présenter les propositions du parti. Je remercie Arnaud parce qu'il nous a donné une vision de proximité de ce que doit être une agriculture familiale et que l'on doit soutenir, aider et je dirais en même temps mener le combat contre cette agro-industrie qui casse tout et qui risque de tout casser. Je remercie Henri pour son intervention qui fait le lien entre la guerre et la question climatique. Je remercie bien évidemment Daniel pour son intervention qui fait le lien justement avec la nécessité d'avoir des services publics qui répondent à la question d'abaisser les émissions de CO2 et qui font le lien avec la question de l'agriculture. Et bien évidemment, je remercie Olga et Nicolas, qui sont donc nos candidats. Alors on ne peut pas voter, nous, sauf si on est élu, malheureusement. Nicolas, qui est aussi conseiller municipal de Tulle, je ne l'ai pas précisé, mais bon, on le savait. De toute façon, les élections sénatoriales elles vont avoir lieu en septembre, ce n'est qu'une étape. La question de l'agriculture, du devenir de l'agriculture, elle est posée. La question de sortir des énergies fossiles, elle est posée aujourd'hui. Elle est incontournable. On peut prendre les choses comme on veut, elle est incontournable. Les réponses ne doivent pas être simplistes. On a des propositions, elles ne peuvent pas être simplistes. Ça nécessite de travailler, ça nécessite... Non mais c'est un... Comme tu dis, pour l'instant, le Parti communiste est le seul à avoir sorti un document qui est finalement un document de travail, finalement, proposé aux autres et puis pour enrichir. On n'a pas la prétention, au Parti communiste, de détenir toutes les réponses. Voilà, donc ce travail-là, il va être nécessaire. J'attire votre attention que la canicule est passée, a priori. Il serait dramatique de faire table rase de ce qui vient de se passer, de retomber dans une routine, dans un train-train habituel en disant bon ben bref, on a eu chaud, on a eu des problèmes, on a eu des ventilos, la vie continue comme il dit que c'est pas vrai. On est face à un enjeu colossal et donc on aura à mener des batailles. Je pense que ce type... D'abord, moi je pense qu'on a eu un débat de haut niveau, que ce soit des intervenants dans la salle ou ici.
d'un haut niveau, il faut qu'on continue là-dessus, il faut qu'on porte un projet progressiste, et j'y mets tous ceux qui veulent s'y inscrire, pour justement sortir de ce système-là qui est en train de tout foutre en l'air. Voilà, donc je remercie tout le monde. Il reste un peu de boisson, je crois, si vous voulez, pour boire un coup. Je ne sais pas s'il reste un bout de gâteau, pour ceux qui en veulent. Mais en tout cas, on continue, et je pense que d'autres initiatives d'ici la fin de l'année seront nécessaires pour continuer à parler de ça. Voilà, et je vous remercie au nom de la section encore une fois.